Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire lu par Winner Manton. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial, que, déféré à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, ce n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe que la colonisation? De convenir ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grain et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre à portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du Grand Teocalli, ni Pizarro devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des castes, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvait que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes dont les victimes devaient être les Indiens, les jaunes, les nègres. Cela réglé, j'admets que mettre les civilisations en contact les unes avec les autres, eh bien, que marier des mondes différents est excellent. Qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étiole. Que l'échange est ici l'oxygène et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact
ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact était-elle la meilleure? Je réponds non, et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée ou un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tête à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac d'Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer, de Schuman, Bidault et quelques autres, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal et nous installe en pleine sauvagerie hurlante, mais descendons d'un degré. Qui parle? J'ai honte à le dire. C'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard.
que ce soit tiré d'un livre intitulé La réforme intellectuelle et morale, qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, cela en dit long sur les mœurs bourgeoises. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde. Il paraît que c'est tiré de vieux squelettes du placard. Voire, était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l'Algérie, pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois? Je fais couper des têtes, non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Convenait-il de refuser la parole au comte d'Hérisson? Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers amis ou ennemis. Fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de foi barbare? On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres? Il faut une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Gauzes. Fallait-il enfin rejeter dans les ténèbres de l'oubli le fait d'armes mémorable du commandant Gérard et se taire sur la prise d'Ambic? Une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes. On ne les retint pas. Enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnèrent pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang des 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Oui ou non, ces faits sont-ils vrais? Et les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous frisslissent la carcasse de l'outil quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamites? Vrai ou pas? Et si ces faits sont vrais, comme n'est au pouvoir de personne de le nier, dira-t-on pour les minimiser que ces cadavres ne prouvent rien? Pour ma part, j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries. Ce n'est point par délectation morose, c'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé. Que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène, et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête, c'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il importait de signaler. Partialité? Non. Il fut un temps où de ces mêmes faits on tirait vanité et où, sûr du lendemain, on ne mâchait pas ses mots. Une dernière citation, je l'emprunte à un certain Carrie Siger, auteur d'un essai sur la colonisation. Les pays neufs sont un vaste champ ouvert aux activités individuelles, violentes, qui,
dans les métropoles se heurterait à certains préjugés, à une conception sage et réglée de la vie et qui, aux colonies, peuvent se développer plus librement et mieux affirmer par la suite la valeur. Ainsi, les colonies peuvent, à un certain point, servir de soupape de sûreté à la société moderne. Cette utilité serait-elle la seule? Elle est immense. En vérité, il est des tares qu'il n'est au pouvoir de personne de réparer et que l'on n'a jamais fini d'expier. Mais parlons des colonisés. Je vois bien que la colonisation a détruit les admirables civilisations indiennes et que ni Ding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront jamais des Aztèques ni des Incas. Je vois bien celles condamnées à terme, dans lesquelles elle a introduit un principe de ruine. Océanie, Nigeria, Nyasaland. Je vois moins bien ce qu'elle a apporté. Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois partout où il y a face à face colonisateur et colonisé, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt et, en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J'ai parlé de contact entre colonisateurs et colonisés. Il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicotte, et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de société vidée d'elle-même, de culture piétinée, d'institutions minées, des terres confisquées, des religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On se targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus. Mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison. Mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa. Il s'est établi, au détriment des peuples, un circuit de bon service et de complicité. On me parle de civilisation. Je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque cas de CRS
chaque policier et chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'était des sociétés démocratiques toujours. C'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait. Elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles, n'avait de sens ni le mot échec, ni le mot avatar. Elles se réservaient intact l'espoir, au lieu que ce soit les seuls mots que l'on puisse en toute honnêteté appliquer aux entreprises européennes hors d'Europe. Ma seule consolation est que les colonisations passent, que les nations ne sommeillent qu'un temps et que les peuples demeurent. Cela dit, il paraît que dans certains milieux, l'on a faim de découvrir en moi un ennemi de l'Europe et un prophète de retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours, où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine, où l'on m'a vu prêcher un quelconque retour, où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce contact a été opéré, que c'est au moment où l'Europe est tombée dans les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules que l'Europe s'est propagée. Que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdis avec une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'a tendu à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'il avait de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a hanté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme, sur la vieille inégalité. Que si c'est un procès d'intention que l'on me fait, je maintiens que l'Europe colonisatrice est déloyale, a légitimé a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, attendu que la mutation brusque est chose toujours possible, en histoire comme ailleurs. Que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne, que l'équipement technique, la réorganisation administrative, l'européanisation, en un mot, de l'Afrique ou de l'Asie n'était, comme le prouve l'exemple japonais, aucunement lié à l'occupation européenne, que l'européanisation des continents non européen pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe, que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas, il a été fausseté par la mainmise de l'Europe, à preuve qu'à l'heure actuelle, ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse, que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes, que c'est l'Europe colonisatrice qui, à ce sujet, lésine, que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant, que c'est le colonisateur qui retient en arrière.